Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Lundi 30 janvier, auditeurs, téléspectateurs, bienvenue au Grand Dialogue. Les maires sont-ils devenus les nouvelles cibles dans le centre du pays? Le 18 janvier dernier, Amadou Diko Dinassou, maire de Boni, est assassiné. 10 jours plus tard, c'est au tour de Souleymane Ongweba, maire de la commune de Mondoro, le samedi 28 janvier, d'être assassiné. Pourquoi autant d'actes crapuleux dans le centre du pays? Qui est derrière ces assassinats? Comment ramener la sécurité dans ces zones aujourd'hui instables? Avec nous sur ce plateau pour en parler, Boubacar Bokoum, il est analyste politique. Oumar Bachili, il est ancien maire de Mopti, il sera au téléphone. Et le docteur Temouré Toulenta, il est le vice-président du collectif des associations de Mopti. C'est bien cela, docteur? Merci. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Philly Dambélé. Le grand dialogue. Jusque-là, les assassins visaient plutôt les autorités coutumières ou religieuses. En avril 2015, c'est le chef de village de Dogo, Amadou Issa Diko, à 30 km de Sévaré, qui est tué. Début novembre 2015, Kolakan Diallo, chef du village de Diaba, à 3 km de Sofara, et le marabout Mokhtar Ouedraogo furent assassinés. Dans certaines localités, les maires et d'autres autorités administratives sont empêchés d'exercer leurs fonctions. Beaucoup ont fui pour échapper justement à une mort certaine. Boubacar Bokoum, vous êtes analyste politique. Comment expliquer cet acharnement sur les autorités et ces nouvelles formes de violence dans le pays qui visent également les autorités coutumières, on le voit? Merci Ousmane. En fait, quand vous regardez l'application de l'accord, on est allé dans un processus où effectivement il faut réinstaller l'administration progressivement. Aujourd'hui, avec les avancées qu'on a connues, les ennemis de la paix ne veulent pas du tout que les autorités maliennes soient déployées sur le terrain. Donc je pense que ces actes sont là pour saper le moral de nos cadres, de l'administration, pour leur faire peur et les empêcher de s'installer. Alors, docteur Toulenta, Mopti, qui a connu une grosse frayeur lors de cette occupation djihadiste, mais Mopti qui n'était que partiellement occupé. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cet acharnement sur les autorités coutumières, mais également sur les élus locaux? Monsieur Zouman, permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire de ces défunts, j'allais dire ces illustres défunts, et de façon particulière dans la mesure où j'ai eu à les connaître chacun personnellement, individuellement. Ce sont de grands dignitaires de la localité et de Mondoro et de Boni. Pour le reste, je crois que c'est un débat intéressant, mais qui peut être long. Et ce n'est pas en une émission qu'on peut épuiser pareil débat. On y reviendra certainement plusieurs fois, hélas. Je crois personnellement qu'il faut partir de l'avant janvier 2012 et voir quelle est la situation de la région de Mopti en termes de développement, en termes d'interaction des communautés qui vivent ensemble, soit en intracommunautaire, soit en intercommunautaire, pour savoir effectivement que c'est une poudrière qui n'a jamais été décantée. Et quand donc cette situation arrivait, la zone continuait encore effectivement à être un champ de bataille interne. D'ailleurs, on peut aller plus loin. Donc vous nous dites en fait que cette situation date d'avant de janvier 2012. Oui, je dis une situation explosive où les populations pouvaient entre elles s'agresser, où elles pouvaient s'aligner à d'autres. Les encontres des parents étaient quelque part là, parce que les conflits fonciers ont toujours été exacerbés dans la région de Mopti. Et nul ne peut, pour ceux qui sont de certain âge, ignorer des sonorités comme Salsal Belsosoé. Donc les broukitières, pour les questions de pêcherie, pour des questions de terre, pour des questions donc de pâturage, il y a toujours effectivement des situations conflictuelles qui n'ont pas été traitées et qui n'ont pas été en fait bien traitées en tout cas.
Donc, la deuxième chose, c'est que la rébellion de 2013-12 est venue après d'autres, où les communautés, en tout cas Peul, je peux me dire même la communauté de la région de Mopti, n'ont pas senti un traitement égalitaire vis-à-vis de tous ceux qui ont subi des persécutions, tous ceux qui ont subi effectivement des exactions, tous ceux qui ont été victimes d'enlèvements d'animaux et d'autres patrimoines. Pour l'exemple, c'est que pour la rébellion des début des années 90, pour l'évaluation qui a été faite, c'est près de 4 milliards de biens matériels, sans compter les hommes, une trentaine d'hommes et de femmes, rien que pour le secrétaire qui ont été agressés, certains tués. Et jamais il n'y a eu une indemnisation. Par contre, ceux-là qui, pour eux, sont les agresseurs, qui peut-être ont été victimes d'agressions par d'autres, eux, beaucoup, ont été indemnisés, remis en selle, fortifiés dans leur situation politico-administrative. Et comment vous expliquez cela? Je constate. Je dis seulement que l'un dans l'autre, une situation de conflit foncier, j'allais dire, de longue date, ajouter à cela une rébellion qui alors effectivement est venue mettre en mal ces populations, l'un dans l'autre préparait la région de Mopti, alors effectivement à des situations compliquées. Dernier élément, l'appel à l'islam. Il y a un seul, pour ce qui est de notre histoire récente, 19e, 20e siècle, il n'y a que au Massina qui y eut, alors effectivement, donc dans la région de Mopti, un empire dit théocratique. Donc dans ce cas, un appel à un islam rigoriste pouvait être entendu par certains qui étaient en mal de mauvaise posture, pas parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais on dit meilleur islam. Donc sinon, pouvoir à ceux qui maîtrisent et ceux qui combattent au nom de l'islam. Donc un appel pouvait être entendu quand effectivement les esprits sont déjà dérangés dans leur être. Mais pour le reste, on y reviendra, la région de Mopti n'a pas été traitée au moment où on devait la traiter pour ce qui est de la situation. Parce qu'en fait, les communicants internationaux, les radars à l'international, n'ont vu que le Grand Nord. Au moment où, effectivement, quelque part, beaucoup criaient, dont moi-même à l'époque, j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai dit attention, la région de Mopti, le secrétaire sont abandonnés. Parce que c'est la frontière avec la Mauritanie. Ce n'est pas forcément notre meilleur ami pour ce qui est la crise. Donc en réalité, ceux qui fuyaient le Nord, parce que traqués à l'international, alors contournaient tout juste pour faire leurs œufs, qui ont fini par éclore, en partie. Donc le traitement n'a pas été égalitaire, parce que là où il y a Barkhane, ce n'est pas dans le delta. Merci. Là où il y a MINUSMA, ce n'est pas dans le delta. Merci, docteur. Là où même quelque part il y a eu l'armée malienne en force, c'est moins le delta qu'ailleurs. Merci, docteur Toulenta. Également en ligne, monsieur le maire de Mopti, monsieur l'ancien maire donc, de Mopti, Oumar Bathily. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Alors, monsieur le maire, on a vu quand même qu'il y a des assassinats de certains élus locaux dans la région de Mopti. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce niveau? Merci, c'est vrai que je présente la condoléance à tous ceux qui ont perdu la vie. Je constate que c'est des assassinats, il faut ajouter le mot ciblé. Parce que vous l'avez si bien dit, jour pour jour, on a assassiné le maire de Boni, après le maire de Mondoro, et bien avant ça, on avait assisté à l'assassinat des élus locaux dans la région de Mopti. Moi, je ne veux pas m'appesantir sur vraiment les causes, mais je dis trop maintenant, c'est trop. Il faut prendre le trou par le corps et progressivement déployer l'administration joviale. Mais que l'armée aussi se déploie. Je le veux bien. Mais il faut qu'on y aille. Monsieur le maire, Mopti a été quand même la grande base arrière de l'armée. Est-ce à comprendre aujourd'hui que les troupes ne sont plus à Mopti? Oui, mais la base arrière, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au nom. Oui. Moi, c'est la base arrière. Mopti a été toujours la base arrière, mais c'est par rapport au nom.
Mais l'insécurité dans la région de Mopti, mais c'est connu de tout le monde. Le professeur Tulentin vient de mettre l'accent sur les causes profondes, mais j'ai dit, moi je sais que constater qu'on s'attaque à des leaders religieux, à des élus locaux, c'est la légitimité non populaire. Mais où est l'État? Où est la quintessence même de l'État? L'État, où est-ce qu'il est? C'est là le problème. Il faut mettre le doigt sur la plaie. C'est là le problème, c'est l'absence de l'État qui fait qu'il y a tous ces problèmes d'insécurité dans la région de Mopti. Merci de rester connecté pour la suite de cette émission, Monsieur le maire. Boubacar Bokoum, qui pourrait être derrière ces attaques? On n'a pas vu, en tout cas moi j'ai pas entendu vent de revendication jusqu'ici. Qui pourrait bien éventuellement être derrière? Est-ce que ce sont des histoires de vengeance entre communautés? On a vu que les Peuls et les Bambara se sont affrontés il n'y a pas si longtemps que ça dans la région. Et qu'est-ce qui a changé? Avant c'était à coups de bâton, aujourd'hui c'est à coups de Kalachnikov qu'on se tire dessus. Et en réalité, ce n'est pas un conflit purement intercommunautaire. Le docteur l'avait dit, il a souligné entre autres cet aspect qui est réel. Mais en fait, aujourd'hui, on est face à un vrai terrorisme. Parce que la cible c'est pourquoi c'est des assassinats ciblés. Donc ce n'est pas une communauté qui a un conflit avec une communauté pour telle ou telle chose, mais c'est les symboles forts de l'État qui sont ciblés, notamment les élus. Donc cela voudrait dire... Avant les élus, il faut rappeler que les chefs de village et certains dignitaires religieux ont fait les frais. Également. Justement, tout ce mécanisme rentre dans la même logique qui consiste à dire que c'est une organisation qui est là, qui est acceptée par nous tous et que l'autorité entérine. Donc si on veut faire mal, c'est de désarticuler ce mécanisme qui est mis en place et d'attaquer les symboles forts de l'État. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que ce mécanisme, il faut l'imputer en grande partie à la SEMA. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au moment où on rentrait dans le processus des accords que la SEMA a signé, il y a une grande composante de la SEMA qui est quand même islamiste, narcotrafiquant. Donc aujourd'hui... On parle de laquelle ? De laquelle, c'est-à-dire du HCUA ou Bon, il y en a tellement à l'intérieur que finalement on ne sait même pas qui est qui à l'intérieur même de ce cocktail-là, parce que c'est compliqué. On ne peut pas citer nommément, mais on sait quand même que c'est une composite qui est là. C'est un problème. Donc si ce problème n'est pas bien traité, à l'intérieur même de ce mécanisme, on n'a pas su créer les synergies nécessaires pour aller à cette cohésion et aller à l'application rapide de l'accord de paix, effectivement, il va s'effriter. Et ceux qui ne sont pas totalement partis pour l'accord peuvent toujours revenir en arrière, voir leurs anciennes relations, retomber dans le narcotrafic, et voilà, je pense que la main de Ben Mokhtar et tout ça, ça est derrière. Sinon, je ne pense pas que ce soit juste un conflit local. Bon, on en a connu, comme vous venez de le dire, généralement c'est à coup de machette. Aujourd'hui, quand on prend des Kalachnikov pour cibler les symboles de l'autorité, et ça prend une autre coloration et on ne peut que regarder le terrorisme. Et là, je pense qu'à ce niveau, il va falloir effectivement que l'État se réveille beaucoup parce que j'ai l'impression qu'à ce niveau, le service de renseignement malien ne fonctionne pas du tout. Il serait intéressant que ce service soit mis en orbite pour comprendre et bien analyser même le mécanisme. Parce que le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui et celui de la Défense sont interpellés par cette situation. Il faut qu'ils intègrent, qu'ils comprennent réellement qu'est-ce qui se passe pour proposer à nos partenaires des mécanismes plus adaptés. Parce que c'est comme M. le maire vient de le dire tout de suite, ce que Barkhane fait en arrière et l'aménagement, ça ne résout pas le problème du delta. Donc il est important qu'on comprenne réellement qu'est-ce qui est en train de se passer et quelles sont les mesures à prendre pour pallier à ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Merci Boubacar Bokoum. Je vous propose, messieurs, donc de prendre quelques secondes de pause et nous continuerons cette émission ensuite. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les maires sont-ils devenus les nouvelles cibles dans le centre du pays? C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Alors, docteur Toulenta, moi, en écoutant justement Boubacar beaucoup, mais je me pose cette question-là encore. À qui justement profiteraient ces assassinats de ces élus locaux, mais aussi de ces leaders communautaires? Est-ce qu'il faut les imputer aux extrémistes religieux, aux narcotrafiquants ou aux simples bandits? Je crois que c'est peut-être là qu'on parle justement de nébuleuse, dans la mesure où réellement on se perd en conjecture, en cherchant les pistes. Ce qui est évident, c'est que ces terroristes, on ne peut pas trouver un meilleur terme, parce qu'ils sèment la terreur tout court, ont quand même effectivement à Neuer tout ce qui représente tout court, tout ce qui représente une autorité. Donc c'est le symbole même de l'autorité qui est attaquée. Toute autorité confondue. Dans la mesure où si on recule avant ces malheureux événements, dans ce même cercle, beaucoup de chefs de village avaient été tués il n'y a pas très longtemps. Une série de chefs de village ont été tués. Ça n'a peut-être pas eu la même clameur que par rapport au maire, parce qu'effectivement c'est de dimension. Mais en réalité, à la limite, si ce n'est pas au quotidien qu'il y a des morts, nul ne peut dénombrer le nombre de morts, en particulier dans le cercle de Douentza. Et particulièrement sur cette bande, Boni, frontière, Burkina, où se trouve justement Mondoro. Et pour ceux qui connaissent très bien la zone, on sait, au-delà effectivement de tout ce qui peut être dit, il y a quand même j'allais dire effectivement, des éléments, des autorités ciblées. J'allais même dire, excusez-moi, des familles ciblées. Et ça ne peut pas être un hasard. Il ne peut être un hasard que seulement ce qui représente dans une strate sociale ancienne, mais qui continue à vivre, que ce soit seulement qui sont tués. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu? Est-ce que c'est justement cette starification sociale même qui est en train d'être bouleversée par d'autres? Non, je dis, ça ne peut pas être... Je dis, premier point, cela que nous pouvons appeler terroristes s'attaque à tout ce qui semble représenter. Parce que tout compte fait, ce n'est pas ethnique. Donc, nos valeurs dans la mesure où, dans le fond, Boni, c'est la communauté Peul, mais Mondoro, c'est la communauté Dogo. Donc on ne peut pas dire que c'est des Peuls contre des Peuls, ou des Peuls contre des Dogo, ou des Dogo contre des Peuls. Mais ce qui est invariant, ce qui effectivement, on peut dessiner un peu, pour ceux qui connaissent bien la région, on fait une carte sociologique des gens qu'on cherche. En tout cas, qu'on a trouvé, qu'on a tué. Tu es chef de village, on te tue. Tu es maire, on te tue. Tu es marabout contre certaines orientations, on te tue. Donc c'est pourquoi le terme nébuleuse n'a jamais trouvé autant son sens à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi il est très difficile de dire voici la raison. Mais certainement, il y a des raisons. C'est-à-dire on peut aller à des situations où, moi je caricature en disant, c'est des gens qui n'ont pas trouvé leur place dans les hiérarchies, dans les honneurs, quelque part qui s'en prennent à d'autres. N'oublions pas qu'on soit des élections. Les élections communales, où d'ailleurs certains candidats ont été enlevés lors de ces élections communales également. Le maire de Boni était nouveau élu. Le maire de Mondoro il fut élu précédemment, mais pas l'ancien mandat, mais il revient. Donc ça veut dire que c'est les hommes de valeur qu'on veut éliminer pour effectivement un abaissement sociologique. Le maire de Boni, qui, je le rappelle, malgré justement cette grande menace en 2012, avait complètement refusé de quitter. Tout à fait. Les deux, je les connais très bien. Donc, ils sont toujours là-bas, quelles que soient les difficultés, ils sont avec leur communauté, avec leur population. Donc, maintenant, effectivement, qu'ils sont arrivés au pouvoir, peut-être, il faut scruter. Est-ce qu'ils étaient les candidats de ceux-là qu'ils ont tués? Non. Sûrement pas. Donc, il va falloir, je ne mets pas en avant le politique. Parce qu'il y a des anonymes qui ont été tués, entre guillemets. Que ce soit à Ténéco, on a tué des anonymes. Que ce soit à Boni, on a tué des anonymes. Mais effectivement, forcément, pour ce qui est des anonymes, ça peut être règlement de compte. Mais pour ce qui est alors, effectivement,
des autorités villageoises, religieuses, politiques, administratives, c'est pour d'autres raisons. Merci. Monsieur le maire Omar Bathily, dites-moi, quel est le symbole que vous voyez derrière ces assassinats? Ouais, le symbole que je vois, c'est que l'État a complètement abandonné et laissé le terrain à des bandits de tout acabit. Quand on parle de rébellion, je ne sais quoi rébellion. Quand on parle de conflit financier, je ne sais quoi, et etc., etc. Mais ce que je constate, c'est que ces assassinats qui sont ciblés, mais ces assassinats ont des motifs. On cherche à savoir quels sont ces motifs, ça c'est autre chose. Mais ce que j'ai dit, c'est l'insécurité généralisée dans la région de Mopti qui fait que cette région est en proie à cette insécurité. Jamais égalée dans l'histoire. Omar Bathily, on a vu également que le Front de libération du Massina de Amadou Koufa a quand même une certaine influence, surtout dans la zone du Massina. Comment expliquer que justement les jeunes soient proies justement à un certain extrémisme avec le FLM? Oui, mais en fait, cet extrémisme dont on parle dans la région par rapport au mouvement islamique de Peul, je l'assimile à la situation de la CIMA, je l'assimile à la situation de la plateforme. Et quand on est en crise, monsieur, écoutez, mais chacun veut tirer, je le dis bien, dans la couverture de son côté. Chacun veut se faire entendre d'une manière ou d'une autre, par la force, par le dialogue. C'est de bonne guerre. Mais ce que je constate et que je trouve vraiment pas inadmissible, quand dans un État, quand on est dans une république, le minimum, quand je dis assassinat ciblé, à juste titre. Alors, monsieur le maire, est-ce qu'il n'y a pas justement un facteur, tout simplement un facteur économique avec le chômage des jeunes ou, comme le docteur Toulenta l'a dit, les communautés se sont beaucoup plaintes parfois des jugements rendus. Est-ce que, mais ce n'est pas surtout ce facteur économique et la justice qui fait qu'on connaît une insécurité aujourd'hui dans la zone? Oui. Je veux bien qu'on mette devant vraiment l'injustice au niveau de la région. Mais en fait, peut-être que ça a explosé maintenant, mais ça a explosé à la fois. Et ça a explosé à la fois et pas en présence de l'État. Si l'État était là, la justice c'est qui? C'est l'État. L'exécutif, la puissance publique sur le territoire national, c'est qui? C'est l'État. Pour peu que l'État s'emploie aussi. Parce que, écoutez, quand je vois ces assassinats qu'on apprend comme ça, par les médias interposés, et l'État même ne dit mot par rapport à ça. Au moins, le minimum, monsieur, c'est quoi? La mort d'un élu local. Mais il faut ouvrir des enquêtes. Ça, c'est le minimum. C'est un état de droit, ça c'est le minimum. Mais justement, comme le docteur Toulenta l'a dit tout à l'heure, il y a quasi quotidiennement des morts. Est-ce qu'il y a des enquêtes justement ouvertes pour faire la lumière sur ces crimes? C'est ça, il y a des morts et puis on n'en parle pas. Il n'y a pas d'ouverture d'enquête. Même si on n'en parle pas, mais la justice doit ouvrir une enquête quand même. Ça c'est le minimum dans un état de droit. On est dans un état de droit. Il faut savoir quand même le motif, les modules, les causes de l'assassinat. Et surtout si c'est des assassinats ciblés. Merci, monsieur le maire. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Boubacar Bokoum, est-ce qu'il y a un manque de moyens justement des autorités pour freiner ce genre d'attaque? L'État notamment, on voit que les gens ont du mal à être déployés. Il y a les chefs de village qui ont du mal à rester en place. Il y a également ces élus locaux qui sont aujourd'hui les victimes. Est-ce que ce serait évident pour la justice d'aller s'installer dans ces localités-là pour ouvrir une enquête finalement?
Est-ce qu'il n'y a pas un manque de moyens de la part de l'État pour justement s'imposer dans ces localités? Non, je ne pense pas que ce soit un manque de moyens. Et quand il parle des enquêtes, on a vu plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes par rapport à d'autres meurtres. On en est encore là. Je pense que c'est notre système même de renseignement qui pose problème. Parce que vous savez, une justice, même quand elle veut être équitable, c'est difficile si on n'a pas l'information. Mais dans cette histoire, où se situe la vérité? Et cette information, on ne peut pas l'avoir, même si les autorités judiciaires sont sur place, s'ils n'ont pas les moyens d'enquête, s'ils n'ont pas une interconnexion avec la population, ça pose problème. Donc je pense que là où l'État pêche aujourd'hui, comme il l'a dit, c'est son absence notoire sur cet espace. C'est-à-dire que l'État doit aujourd'hui mettre tous les moyens en œuvre pour aller à l'application rapide de l'accord de paix. Il faut l'accélérer. Est-ce que vous pensez justement que ça va résoudre les problèmes d'insécurité dans le delta central? Non, vous savez, l'insécurité... On voit, vous avez tout à l'heure parlé de la CMA, mais on voit que la CMA a une très très grande influence à Kidal, un peu moins à Tombouctou et à Gao, encore beaucoup moins à Mopti. Alors, comment imputer justement cela à la CMA? Est-ce que ce n'est pas plutôt un Amadou Koufa de Front de Libération du Massina qui serait plus influent mais Amadou Koufa, à Mopti que... Non, Amadou Koufa et ces gens, c'est la même connexion, c'est les mêmes personnes. C'est juste le fourreau qui change. On est d'accord que la CMA a signé l'accord de paix. La CMA dans le schéma de l'accord de paix. Amadou Koufa est un terroriste. Mais justement, mais pourquoi on n'arrête pas Amadou Koufa? Pourquoi on ne parvient pas à l'arrêter? Ça veut dire qu'il y a encore le système de renseignement. Mais justement, Yad Agali, je suppose qu'il est encore dans le nord où on n'a pas encore pied, mais le delta où l'État est encore là, à Mopti quand même, on suppose que l'État est là. Koufa, c'est à quelques kilomètres de mon village, Sarah Ferré, et Koufa est de l'autre côté. Je ne comprends pas. Donc ça veut dire qu'on n'est pas présent, on n'est pas assez agressif. Quand vous regardez comment fonctionne notre mécanisme aujourd'hui, on attend d'être attaqué. Nous ne partons pas traquer les terroristes. Nous ne les recherchons pas. Aujourd'hui, on doit avoir un objectif très clair, avec une mission très claire avec notre armée, c'est de traquer comme on a fait avec Ben Laden. Il faut le chercher, il faut le traquer. Mais j'ai l'impression qu'on attend... Ça a pris plus de 10 ans pour... Oui, mais même avec tous les moyens sophistiqués que les Américains avaient. Oui, mais... Pour un pays comme le Mali qui n'a aucun... Ben Laden, c'est encore une spécificité parce qu'il a eu le temps de se faire vraiment tisser bien sa toile d'araignée. Et IAG n'est pas à cette dimension, encore moins Amadou Koufa. Donc Amadou Koufa... Mais pendant tout ce temps, où était le service de renseignement malien? Qu'Amadou Koufa puisse se construire, arriver à ce niveau, jusqu'à nous nuire, le service de renseignement, il a fait quoi? Est-ce que l'information est remontée? Est-ce qu'on était sur le terrain de quoi? Mais voilà le problème. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe dans notre pays, comme M. le maire vient de le dire, on l'apprend comme ça par médias interposés. L'État n'a pas d'éléments concrets sur lesquels ils peuvent se baser pour apporter une solution. Donc ce qui fait que, sur le coup, on amène des solutions qui ne sont pas les vraies solutions. Parce qu'on va réagir. Aujourd'hui, c'est de dire on ouvre une enquête, c'est de dire on va envoyer quelques gens à Mopti pour aller présenter les condoléances. Donc on fait du saupoudrage. Mais le vrai fond, qui consiste à mener une enquête sérieuse, mais on n'a pas les éléments pour aller à ça. Donc il est important aujourd'hui que le service de renseignement, de mon point de vue, soit plus efficace et qu'on le mette en mission, qu'on lui donne les moyens. Parce que sans renseignement, vous ne pouvez pas faire une guerre. Et aujourd'hui, on n'a pas de renseignements. On se fait attaquer à tout bout de champ. Donc, vous constaterez que chaque fois qu'on dit que telle zone est en zone rouge, c'est un résident français ou une ambassade étrangère qui va désigner que Douanza est au rouge ou Mopti est au rouge. Nous-mêmes, notre service de renseignement n'est pas capable de nous dire où est-ce qu'il ne faut pas aller, où est-ce qu'il faut aller. Merci beaucoup. Une dernière question pour le docteur Toulenta avant d'aller en pause. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali a les moyens de lutter et de ramener justement cette stabilité dans le centre du pays? Est-ce qu'on en a les moyens concrètement? Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est oui. Mais là où je crois qu'il y a problème, c'est effectivement pour les jeunes beaucoup les renseignements, sinon l'information. Moi, je crois que, pour ce que je sais de la région de Mopti,
je ne suis pas sûr que les analyses faites sont fondées sur des éléments concrets vérifiables. À commencer par ce qu'on appelle Hamadou Koufa. Je suis sûr qu'ils pensent que c'est les communicants internationaux, encore une fois, y compris malheureusement par des relais locaux, nos médias, qui ont tout au moins amplifié le phénomène s'il existe Hamadou Koufa. S'il existe. Bien sûr. Et je m'explique. Voilà. J'ai dit Hamadou Koufa, beaucoup viennent de le dire. Moi je vous suggère la pause est arrivée. On prend quelques secondes de pause, on revient parler d'Hamadou Koufa. D'accord, merci. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de suivre le grand dialogue. Les maires sont-ils devenus les nouvelles cibles dans le centre du pays? Alors, le docteur Toulenta, si il existe, alors, selon vraisemblablement les informations qu'on a, le Front de libération du Massina, cette fameuse Katiba du centre existe. Hein? Oui, je dis je suis réservé pour les raisons que je vais évoquer. Je dis, et j'ai tout à fait l'impression qu'en matière de communication, nous sommes dans le suivisme. Quand les grandes agences de communication à l'international disent « voici, nous reprenons ». Donc à la limite, même si Hamadou Koufa existait, on l'a recréé sous une autre forme. Et on l'a dit qu'il est responsable d'un mouvement. Je dis et je défie quiconque. Mais et les vidéos justement... Suis-moi bien, j'arrive. Je dis et je défie quiconque qui va vous dire que depuis effectivement l'attaque de Konna, que quelqu'un me dise qu'il a vu Hamadou Koufa sur le territoire national. Je dis, je défie quiconque, quelqu'un qui me montre un manifeste du FLM, qui me montre quelqu'un qui dit je suis du FLM. Et je cite pour dire, depuis Byblos, toutes les attaques qui ont eu lieu dans la foulée jusqu'à Missini, on a dit Front de libération de Massina. Mais chaque fois, il y a d'autres qui ont revendiqué et on a cru à ça. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'au niveau de l'État malien, on a la vraie information sur ce qui se passe tout au moins dans le Delta? Parce qu'on a attribué, à mon sens, à quelqu'un dont je doute de la nocivité ou de la nocivité des gens qui objectivement revendiquent être ses partisans sur les meurtres, sur les exactions, sur les attaques, que ce soit de l'armée, que ce soit effectivement des personnes dans le Delta, je dis bien dans le Delta. La première faute politique, sinon géographique, beaucoup viennent de dire. Quand on a parlé d'Hamadou Koufa, on a dit Massina, on a dit Ténenkou. Mais il n'est pas de la région de Mopti. Non, il est de la région de Tombouctou. Mais comme tout bon talibé, on va d'un marabout à l'autre. Et quand on grandit en tant que marabout aussi, on va d'une zone à l'autre. Il était chansonnier. Il est très bien connu dans tout le Massina, dans toute la communauté peul. Mais nulle part, au moment où, même en 2009, 2010, 2011, où on disait Hamadou Koufa, le flamboyant prêcheur, on l'a vu autour de lui quelque chose qui ressemble à des gens qui sont prêts à attaquer. Et c'est qu'à quelques 2 semaines, 3 semaines de l'attaque de Konna qui semble qu'il soit remonté à Tombouctou pour descendre avec effectivement la troupe des djihadistes. Donc moi je dis, il faut d'abord froidement qu'on analyse la situation. Parce que tout ce que vous vous rendez compte, c'est que vous ne verrez nulle part, pendant tout ce temps qu'on parle du Delta, vous n'avez personne qui est natif du Delta, qui est supposé porteur d'armes contre les symboles. On ne peut pas dire qu'on vient pour réhabiliter l'islam dans le Massina et s'attaquer au mausolée de Sékou Amadou. Non, on ne peut pas le faire. Un natif du Massina. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous supposez ou... Je ne suppose pas, je dis, dites-moi, quelqu'un qui a été arrêté, qui dit je suis du Front de libération du Massina. Un lieutenant de Hamadou Koufa a été interpellé il y a quelques mois. Mais ce que je te dis, c'est d'autres qui le disent. Non, quand on a dit qu'on l'a attaqué, le lieutenant 2, mais non, en quoi il est lieutenant? Ce qui arrive, c'est que tous les grands hommes, quand en Sardine, de Yadagali revendique justement un attentat, vous y croyez, je suppose? Mais je dis, parce que simplement, il y a des plus connus. Hamadou est quelqu'un qui suit d'autres. Alors moi, c'est pourquoi... Il ne s'est pas libéré pour créer quelque chose à lui.
Je dis, à ce niveau, je souhaite qu'on ait des réserves pour qu'on ne crée pas des choses qui, effectivement, à la limite, effectivement, qui n'existent pas. Mais en fait, vous vous rappelez, peut-être que vous êtes un peu plus jeune, dans certains livres de Mamadou Ebineta à l'époque, il y a un berger qui s'amusait à dire « Ah, la panthère est venue. Ah, la panthère est venue. » Et que les gens viennent pour l'aider. On trouve que ce n'est pas vrai. Et un jour, la panthère est venue. Il dit « La panthère est venue. La panthère est venue. » Personne n'est venu. Donc d'où, on a dit d'abord, effectivement, à travers Hamadou Koufa, c'est tous les Peuls qui sont désormais dans la rébellion quelque part. Donc je vais vraiment dire qu'il est extrêmement important qu'on ait la vraie information pour les jeunes beaucoup. Parce que si on n'a pas la vraie information, on ne peut pas traiter la situation. Ce qui se passe fondamentalement dans le Massina, c'est des revendications anciennes, exacerbées par l'accès plus facile. D'où viennent ces armes justement? La disponibilité des armes aujourd'hui. C'est-à-dire du Nord, rares sont les gens perdus qui se trouvaient en mal dans leur peau, dans leur société, qui ont rejoint la rébellion. C'est du type Hamafoune, de Sosobé, qui sont Peuls et qui sont dans la rébellion. Donc, l'accès à l'arme est devenu plus facile. On en parlait tantôt. À l'époque, il y a toujours des petits conflits entre Tamashek, entre Peuls, et ainsi de suite. Mais à l'époque, ça se réglait au bâton, à la lance. Aujourd'hui, justement, écoute, c'est les armes les plus sophistiquées. On tue à la centaine aujourd'hui. Quand c'est une personne, 2 personnes qu'on tue, ce qui a changé, c'est la qualité, la nocivité de l'arme. Donc les conflits restent les mêmes, pas forcément les mêmes. Ça s'est aggravé quelque part avec la rébellion. Parce qu'effectivement, beaucoup, ceux-là qui étaient mal à l'aise dans leur société, ont fini par les rejoindre pensant à des lendemains meilleurs. Ici, ailleurs. D'abord, pour certains, on leur dit qu'ils auront le paradis. Merci, docteur. Mais en attendant le paradis, certains cherchent les honneurs ici et les moyens. Merci, docteur Tulenta. Monsieur le maire, Oumar Bathily, quelles sont aujourd'hui les dispositions à prendre pour mieux sécuriser selon vous? On a vu cet accord tripartite entre le Mali, le Niger et le Burkina. Est-ce que ce genre d'accord pour créer justement une force tripartite pourrait éventuellement aider à ramener ou à stabiliser les choses, surtout quand vous parlez de la frontière avec le Burkina Boni? Oui, je sais que nos frontières sont poreuses et que les États s'unissent pour faire face à l'insécurité au niveau des frontières, je le veux bien. C'est une solution. Mais je dis d'abord, pour ce qui concerne le Mali, nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut d'abord que l'État soit, que la puissance publique de l'État soit présente sur l'étendue du territoire d'abord. Ça, c'est une condition sine qua non. Si on veut aller à la sécurité, il faut que l'État se donne les moyens par rapport à sa puissance publique, par rapport à la justice. Et le reste va suivre. Je ne comprends pas que dans un État, dans une république, on assassine froidement les leaders d'opinion, les élus locaux, les chefs religieux, sans qu'on sache. Personne n'en parle. Comme ça. C'est pas normal. On est en train d'en parler, monsieur le maire. Personne n'en parle. C'est pas normal. Donc on est en train d'en parler parce que ça c'est dans un débat. Mais quand je dis qu'on en parle, c'est l'État se donne les moyens, comme quelqu'un l'a dit, pour mener des enquêtes, pour traquer ces bandits, ces assassins. Là, on a toujours eu des conflits communautaires, parfois fratricides. Mais comme je l'ai dit ces dernières années, depuis 2012, c'est généralisé dans la région de Mopti. C'est le point culminant de l'insécurité dans la région de Mopti. C'est ça qui est inquiétant. Merci, monsieur le maire. Boubacar Bokoum, dites-moi, on a vu
qu'il y a quand même une certaine instabilité dans cette région. Il est très difficile finalement d'être chef de village, leader d'opinion, leader religieux. Quelle est la solution aujourd'hui pour amener la quiétude au sein des populations, surtout la confiance entre les partis, parce qu'il y a aussi un effritement de la confiance. Oui, c'est tout à fait normal parce que vous n'êtes pas sans savoir. Et les citoyens, mais aussi entre les différentes communautés. Il y a un fossé qui est en train de se creuser. Oui, c'est un État qui est en train de se reconstruire. On était un État qui était en voie de disparition. On est en train de le reconstruire. D'où la nécessité d'aller à un système de renseignement étoffé. Parce que c'est ça la force d'un État. Il faut avoir la bonne information pour gouverner. Celui qui n'est pas informé ne peut pas gouverner. Et comme le docteur l'a dit tantôt, si nous prenons l'information des autres pour gouverner, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas l'information, donc ça veut dire toujours que nous aurons tendance à vouloir gouverner, mais ça va toujours nous rattraper. Donc il faut que nous ayons le courage de faire face à nos responsabilités. Et les maires aujourd'hui, je pense qu'on doit pouvoir les sécuriser. Il faut que l'État prenne des dispositions rapidement. Parce que c'est ça aussi notre difficulté. Généralement, on banalise. Surtout quand on voit qu'on a une armée en pleine reconstruction. Hein. Comment y parvenir, justement? Est-ce que, d'ailleurs, c'est juste un problème. Force tripartite... Non, c'est juste un problème d'organisation et de vision. Hein. Vous savez, souvent, on n'a pas besoin de beaucoup d'hommes. Je vais revenir tout de suite sur l'attaque du MOC. Hein. Les gens vont me dire, oui, il fallait des caméras, il fallait... Non, mais avec une patrouille simple, on aurait pu éviter ça. S'il y avait des éléments à l'intérieur de ces camps qui patrouillaient à 20 mètres, 15 ou 10 kilomètres, en ayant le renseignement, on aurait pu éviter ce genre de choses. Donc ce n'est pas toujours en termes de moyens, c'est juste en termes de vision et d'organisation. Quand on sait ce qu'on veut, la plupart du temps, on sait comment y arriver. La plupart du temps, nous, ce qui nous arrive, c'est que nous n'avons pas de vision. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous ne savons pas où est-ce que nous voulons aller. Aujourd'hui, au lieu d'attendre qu'on en tue d'autres, je pense que rapidement, on doit essayer déjà de sécuriser ceux qui n'ont pas été encore attaqués. Quitte à les mettre des garde-corps, quitte à étoffer autour d'eux un système de renseignement qui permet de savoir ce qui se passe dans les différentes localités, qui les en veut. Il faut travailler à ça. Donc on doit se donner les moyens, le peu que nous avons, s'il est bien organisé, nous pouvons très bien en profiter. Il existe, je connais des militaires qui sont très bien, des gens du renseignement qui sont très bien, mais la plupart du temps, on met... Voilà, il y a un travail technique à faire. Voilà, il faut être juste sérieux dans l'approche. Merci Boubacar beaucoup, docteur Toulentas. Cette force tripartite entre le Mali, le Burkina, le Niger, vous pensez que ça pourrait aider les choses? Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Barkhane n'est pas dans le delta, MINUSMA n'est pas vraiment très présente dans le delta. Alors, vous pensez que cette force tripartite pourrait éventuellement changer la donne? Je ne sais pas, moi, si elle a mandat. Non, je dis que nous sommes à notre niveau très peu renseignés sur ce que les moyens à mettre en œuvre pour le faire. Mais je dirais qu'effectivement, un État se dit, voici mes frontières. C'est cet État qui doit se donner les moyens de sécuriser ses frontières. Nous ne serons pas sécurisés par les autres, jamais. Non. Quitte à ce que ce soit effectivement des pays limitrophes. Vous l'avez dit, on a nos frontières poreuses. Vous connaissez la proximité justement de ce delta avec d'une part le Burkina, d'autre part la Mauritanie. Alors, justement, c'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. Le fait qu'on ait cette frontière ne nous a pas empêché de dire qu'on est un État indépendant. Et notre indépendance doit s'affirmer par la protection des frontières. Maintenant, si on n'a pas les moyens, on les cherche. Est-ce que justement mettre ensemble les efforts de certains pays pour faire face au challenge? Non, je dis que non. Je dis quand il y a une crise aiguë, une guerre entre États, on peut faire appel à un autre État pour nous accompagner. Mais c'est ici entre Maliens. Vous pensez que la MINUSMA peut avoir un rôle à jouer là-dedans? Oui, mais pas fondamental. C'est ce que je veux dire. On peut toujours demander à d'autres de venir nous aider. D'ailleurs, ils viennent stabiliser. S'ils viennent stabiliser, ce n'est pas pour attaquer une partie. Non, c'est pour s'interposer s'il y a lieu. Merci, docteur. Mais avant de terminer, moi, j'ai dit mon problème à ce niveau pour les femmes. Il nous reste 10 secondes. Non. Le questionnement, c'est pourquoi 3 morts à Boni
Merci docteur. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci. Elle a été réalisée par Ibrahim Maran Diallo. Phili Dambélé était à la régie. Phili Dambélé était à la mise en onde. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadé Touré. Merci. À demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.